4 février, journée internationale de lutte contre le cancer. Cette année encore, Sud-Ouest TV7 s'associe au CHU pour parler de cette maladie, des moyens de l'éviter ou encore de l'évolution dans l'accompagnement des patients à travers 2 émissions spéciales. Dans ce premier programme, nous nous intéresserons au cancer évitable puisque 41% des cancers pourraient être évités. Lesquels ? Comment? Je suis ravie d'accueillir 3 professionnels de santé du CHU. Bonjour messieurs. Bonjour professeur François Alla, vous êtes chef de service innovation en prévention. Docteur Amaury Dast, vous êtes chef de service oncologie médicale. Et puis professeur Franck Zerbib, vous êtes chef de service hépatogastro-entérologie. Avec vous, on doit parler de dépistage puisque vous occupez en particulier du cancer du côlon. Aujourd'hui, seul 1/3 des personnes en âge d'être dépistées se font dépister alors qu'il y a une réelle incidence. Ça marche, ça fonctionne ce dépistage? Alors, le cancer du côlon, c'est à peu près entre 35 et 40 000 cas nouveaux chaque année et 18 000 décès. C'est le 2e cancer le plus mortel pour les hommes et les femmes. Tous sexes confondus, oui, c'est le 2e. Donc, quand on parle de dépistage, en fait, il faut différencier différents types de patients à risque. La population générale, qui n'a pas de facteur de risque particulier, qu'on appelle à risque moyen, elle est invitée effectivement à faire des tests de dépistage, dont on va probablement reparler. Vous allez nous montrer tout à l'heure comment ça fonctionne. Et on a des patients qui sont à risque plus important, qu'on appelle la population à risque élevé, qui eux ont des antécédents dans leur famille, dans leurs apparentés au premier degré. C'est-à-dire, voilà, les antécédents familiaux, c'est restreint aux parents. Voilà, en gros, les parents, frères et sœurs, enfants éventuellement. Ouais. Donc ces patients, ils ont un risque vraiment supérieur d'avoir des polypes ou un cancer du côlon. Et donc pour ces patients, on va plutôt proposer directement des examens plus invasifs comme la coloscopie, plutôt que des tests de dépistage que sinon toute la population reçoit à partir de 50 ans. Là, ça concerne, donc il faut avoir quel âge 50 ans, de 50 à 74 ans. Pour les kits? Pour les kits. Et si on a des antécédents? Si on a des antécédents, ça dépend de l'âge auquel le cancer a été découvert ou le polype a été découvert chez la parenté. D'accord, voilà. Ok. Vous me disiez, c'est le kit là, dont on va parler tout à l'heure, il est envoyé donc aux personnes entre 50 et 74 ans. Et alors, j'ai lu, je crois, dans un article fiable, que 50% des cancers du côlon touchaient les gens de plus de 75 ans. C'est un problème. Ça, ouais. Effectivement, on a une incidence du cancer du côlon qui augmente avec l'âge. Pourquoi les autorités de santé ont considéré qu'à 74 ans, on arrêtait de faire le dépistage? Je n'ai pas toutes les réponses. Il est clair qu'il y a des enjeux financiers dans ce dépistage et il y a des enjeux aussi de sécurité. Faire des coloscopies à 80 ans, c'est dangereux. C'est pas la même chose que de faire une coloscopie à 55 ans. Il peut y avoir des séquelles. Voilà, donc j'imagine que le rapport entre le bénéfice du dépistage et les risques qu'on peut prendre... Le fameux bénéfice-risque. Voilà, le fameux bénéfice-risque a amené à prendre ce genre de décision. Alors, je le disais tout à l'heure, 41% des cancers sont évitables. Ça semble assez incroyable comme chiffre. Docteur, quels sont ces cancers que l'on peut éviter aujourd'hui? Alors, il y a 2 choses. Il y a déjà les cancers qu'on peut éviter parce qu'on change nos habitudes alimentaires, nos régulations néotététiques, alcool, tabac bien sûr, avec notamment le cancer du poumon qui vient tout de suite à l'esprit, mais tous les cancers qui sont liés à ces facteurs de risque, les cancers de la sphère ORL. Certains cancers digestifs aussi peuvent avoir un impact, sont impactés par ces consommations. Donc, voilà. Et il y a aussi, donc on peut diminuer tous ces cancers-là, et diminuer aussi avoir un diagnostic plus précoce, c'est le cas du dépistage. Donc il y a vraiment ces 2 aspects-là, c'est-à-dire qu'on peut en éviter certains parce qu'on change nos habitudes, le cancer du col le cancer de l'utérus par exemple. On sait que c'est lié que le fait de faire une activité physique régulière, de perdre du poids, l'obésité est un facteur de risque. Donc voilà, tout ça a un impact sur ces cancers-là. Donc c'est pas qu'un cancer, c'est en effet une multitude de cancers où on peut diminuer les risques de ces cancers en changeant nos habitudes, probablement changeant notre alimentation aussi.
Et deuxièmement, il y a aussi d'autres cancers, tous les cancers qui sont liés au papillomavirus. On a des vaccins qui permettent... Le fameux HPV. Le fameux HPV. Donc, bien sûr, on va penser au cancer du col de l'utérus chez la femme, mais chez l'homme, ça touche le cancer du canal anal, comme chez la femme aussi, le cancer de l'oropharynx chez l'homme et chez la femme, le cancer du pénis qui est en augmentation. Donc voilà, tout ça aussi a un impact et on peut vraiment prévenir ces cancers. On voit en Australie qu'ils sont beaucoup plus précoces et beaucoup plus agressifs, on va dire, sur la vaccination chez les jeunes enfants. Ouais. On voit ça veut dire quoi, excusez-moi, une vaccination agressive? Plus sur les campagnes de vaccination et même c'est des vaccins qui sont obligatoires en Australie pour les garçons et pour les filles, alors que chez nous, ça vient de changer il y a très peu de temps, où c'est à partir de 11 ans jusqu'à 13 ans pour garçons et filles, avec potentiellement un rattrapage jusqu'à 19 ans. Ouais. On peut s'arrêter quand même un petit instant là-dessus, parce que c'est vrai qu'on a longtemps parlé de la vaccination des jeunes filles avec le papillomavirus. En fait, aujourd'hui, on incite aussi les jeunes garçons à être vaccinés. Donc, vous disiez, ça démarre à l'âge dès 11 ans et jusqu'à l'âge de 19 ans. Globalement, c'est la première vraiment tranche, c'est potentiellement avant d'être en contact avec le papillomavirus. Donc, on va considérer que c'est plutôt entre 11 et 13 ans, avec un rappel entre 6 mois et 1 an. Et en revanche, si on rate cette séquence, il peut y avoir des rattrapages jusqu'à 19 ans, voire même jusqu'à 26 ans chez certaines populations, notamment des hommes avec un contexte d'homosexualité. Et on voit dans certaines études que même chez des personnes qui ont été en contact avec l'HPV ou avec des rapports sexuels, diminue vraiment le risque d'infection à HPV. Donc c'est-à-dire que je dirais même au-delà des recommandations, il faut vraiment vacciner de manière massive pour diminuer ce risque de... Par contre, au-delà d'un certain âge... Au-delà d'un certain âge, on considère qu'il y a vraiment eu un contact et que c'est peut-être un petit peu tard. D'accord. Il faut rajouter l'hépatite B. Dans les vaccins qui préviennent du cancer, il faut rajouter l'hépatite B. Ouais. La vaccination contre l'hépatite B met à l'abri du cancer du foie lié à ce virus. Donc ça, il faut insister parce que... Et déconstruire aussi parfois les fausses croyances sur les vaccins l'hépatite B. Il y a eu plein de polémiques. Je pense qu'aujourd'hui, ces polémiques, elles sont derrière nous. Je pense. Comme pour le Gardasil, sans donner de marque, mais comme pour le HPV, le bénéfice est vraiment à la vaccination. Il y a même l'OMS qui recommande, notamment, alors plus dans des pays en voie de développement, il y a des études qui suggèrent, et l'OMS va dans ce sens, qu'une vaccination, il n'y a peut-être pas forcément besoin de rappel. Donc, si les gens sont frileux, au moins une, c'est déjà très bien. Professeur Alla, on l'entend, il existe des dispositifs, il y a du dépistage, il y a des vaccins. Pourtant, beaucoup trop de ces dépistages, de ces vaccins restent dans les tiroirs. Comment est-ce que vous, qui travaillez dans l'innovation prévention, comment est-ce que vous réfléchissez à cette prévention nécessaire ? Oui, effectivement, comme vous l'avez souligné, en France particulièrement, les couvertures vaccinales hors vaccin obligatoire sont faibles. C'est le cas du HPV. Malheureusement, les dépistages organisés des cancers en appareil colorectal, cancer du col de l'utérus et la mammographie pour le cancer du sein sont très suboptimaux en termes de couverture des populations. Le cancer du sein, c'est 43% seulement des femmes qui se font dépister, c'est ça. Et... il y a plusieurs facteurs qui expliquent, il n'y a pas une explication unique. Moi, j'aimerais insister sur une qui est celle de l'accès. Parce qu'effectivement, on pense parce qu'ils sont gratuits, ils sont accessibles, mais derrière, il peut y avoir des facteurs culturels, des facteurs de proximité géographique, des facteurs sociaux, des facteurs d'accès aux soins, tout simplement. C'est ce qui est le cas dans le centre-ville de Bordeaux, par exemple. Voilà, pour vous donner un exemple très concret, parmi un des principaux déterminants de la réalisation de la mammographie, c'est la distance par rapport au radiologue le plus proche. Et on voit en zone rurale, en Nouvelle-Aquitaine, c'est une très grande région. Des fois, quand il faut 1 heure, voire 2 heures de voiture aller simple pour aller faire une mammographie, évidemment, ça ne peut pas être réalisé. Donc, il faut vraiment qu'on réfléchisse
à comment améliorer l'accès. C'est aussi le cas des populations vulnérables, voire très vulnérables, socio-économiquement parlant en ville. Et pour le cancer du col, quand on voit, et c'est un cancer qui est social aussi, j'allais dire, avec des très très grandes différences selon les catégories sociales, à la fois en termes d'exposition, de risque, mais derrière de dépistage, de précocité de la prise en charge. Donc il faut vraiment que dans le système de soins, on réfléchisse à comment améliorer tous les accès, toutes les barrières, quelles qu'elles soient. Et qu'effectivement, en France, on a la chance d'avoir une prise en charge et d'avoir peu de barrières financières, en tout cas autour de la prévention. Mais toutes les autres barrières, elles existent. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler, et sur les organisations. Mon collègue parlait tout à l'heure de l'Australie et du vaccin HPV. Ça fonctionne bien parce qu'il est fait à l'école et que c'est facile. Tous les enfants, en tout cas à l'âge de la vaccination, sont scolarisés. Et une organisation en milieu scolaire, l'Angleterre l'a fait aussi, etc. Ça fonctionne très bien. Donc il faut vraiment qu'on réfléchisse, parce qu'on a tendance à dire les gens ne se font pas vacciner, les gens ne se font pas dépister, ils sont mal informés, etc. Effectivement, il y a cet enjeu de communication, d'information en santé, mais il y a aussi comment nous, en tant que système de santé, on s'organise pour rendre le geste préventif le plus facile possible, j'allais dire. Donc il faut s'organiser différemment. Là, le ministre de la Santé et de la Prévention, pour une fois, donc, François Braun, a annoncé dans le plan 100% santé une phase 2, où donc l'accès à la santé pour tous allait être... semble devenir une priorité. On est sur la bonne voie. En tout cas, dans ces annonces, c'est de prendre conscience qu'effectivement, pour plein de raisons, on a beaucoup de nos concitoyens qui sont éloignés du système de soins et qu'il faut favoriser les accès. Après, comment concrètement on le met en œuvre, c'est une vraie question. Et c'est ça qu'on a du mal à faire en France. Pour prendre l'exemple de la vaccination, les pays qui arrivent à avoir des couvertures vaccinales très fortes, c'est effectivement des organisations via le milieu scolaire, mais c'est aussi l'aller vers les publics les plus vulnérables à domicile, et pas attendre que les personnes aillent se rendre chez leur médecin. Mais ça coûte cher, finalement, ça coûte cher d'aller dans les écoles et de vacciner, au fond. Alors je me permets vraiment, mais je pense que derrière, il faut voir quelle est la conséquence. C'est-à-dire que peut-être que ça coûte cher immédiatement, mais derrière, si c'est à la fois éviter un traitement lourd, long, coûteux, onéreux, avec de la chirurgie, de la radiothérapie, où on arrête de travailler, où on a du mal à récupérer. Et en plus, j'imagine qu'on arrive à le quantifier, on sait combien ça coûte. Oui, bien sûr. Et en plus, avec des séquelles pour la personne, c'est-à-dire qu'à la fois sur la prévention, sur la vaccination, mais aussi sur le dépistage, plus un cancer va être pris en charge tôt, précocement, probablement que dans la majorité des cas, moins la séquence thérapeutique va être lourde, moins les séquelles vont être importantes. C'est vraiment le cas du dépistage du cancer du côlon, où on connaît l'histoire naturelle, où on sait que prendre un polype tôt, ça permet d'éviter qu'il dégénère, et donc il n'y a pas de chirurgie derrière. Donc ça a peut-être un impact, mais il faut voir aussi sur du plus long terme et quel est l'impact global de cette prévention, de ce dépistage. Donc c'est très bien qu'en effet le ministre ait ce titre attaché maintenant de prévention, parce que c'est nécessaire. Le meilleur moyen d'être guéri de son cancer, c'est de ne pas l'avoir, en fait, ou d'en avoir un, de diagnostiquer très précocement. Oui. Professeur Zerbi, vous m'avez dit que la France, par rapport au dépistage du côlon, on est plutôt frileux sur cette question de dépistage du côlon. Est-ce qu'on prend les choses un peu différemment par rapport à d'autres pays ? Très clairement, on est les mauvais élèves de la classe, une fois de plus. Au départ, on disait ça ne marche pas parce que le rapport au sel, on est des latins. En fait, en Espagne, en Italie, ça marche très bien. Ouais. Donc, ça n'a rien à voir avec la culture latine. Ça, à mon avis, plus à voir avec une totale absence de culture de la médecine préventive chez nous. On est assez bon dans la médecine de diagnostic et de traitement, mais je parle sous le contrôle de mon collègue, mais la médecine préventive, chez nous, elle n'est vraiment pas inscrite dans notre culture, que ce soit du côté des médecins, que du côté de la population, qui est susceptible d'en tirer bénéfice. Je pense que c'est le principal problème. Il y a quand même aussi un problème d'accès aux soins, parce qu'on n'en a pas parlé, mais les déserts médicaux, ça concerne aussi le dépistage. Et il y a des départements, pour ce que je connais, c'est-à-dire la gastroentérologie, la capacité de faire des coloscopies. Si vous habitez en Dordogne, bien bon courage, parce qu'en Dordogne ou dans le Lot-et-Garonne, il y a 5 gastroentérologues
pour toute la Dordogne. Donc, comment vous voulez mener des campagnes de dépistage efficaces si déjà il y a un accès aux soins qui est compliqué, où il y a des délais d'attente qui sont très longs, et que les gens se découragent. Donc, effectivement... Ne les décourageons pas. Regardons le kit. Donc, alors, le kit. Voilà, montrez-nous. Donc, comment ça fonctionne. D'abord, les patients, les gens, ce ne sont pas des patients. Oui, potentiels. La population, à partir de 50 ans, reçoit une invitation de la caisse d'assurance maladie, un courrier, qui va leur demander d'aller voir leur médecin. Et leur médecin traitant, qui est au centre du dispositif, va s'assurer que le patient qui est en face de lui rentre bien dans le cadre du dépistage par ce qu'on appelle le test immunologique, que je vais vous montrer, et non pas justifierait une coloscopie, par exemple, directement. Donc c'est validé en quelque sorte par le médecin. Dans la plupart des cas, on ne gaspille pas les kits. Et ensuite, le médecin va remettre donc cette enveloppe au patient. Et dans cette enveloppe, je ne détaille pas tout, mais vous allez donc avoir de quoi... Donc ça, on reçoit ça à la maison. Le médecin, normalement, le donne. Alors, dans certains cas, effectivement, il peut être envoyé directement. Les gens peuvent demander sur le site Amélie, peuvent demander leur kit directement, parce qu'il y a un autre aspect, c'est que tout le monde n'a pas de médecin traitant. Ça devient de plus en plus compliqué. Tout le monde n'a pas Internet. Et donc, vous avez dans cette petite enveloppe des papiers à remplir, des étiquettes à coller, et puis un petit dispositif pour recueillir les selles dans vos toilettes. Et ensuite, c'est très simple, vous avez ce petit bâtonnet qui, vous allez gratter un tout petit peu les selles, vous mettez ça dans ce tube, dans une enveloppe pré-remplie, pré-timbrée, et que vous mettez dans la boîte aux lettres. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est un kit important parce que les symptômes ne sont pas forcément visibles pour ce cancer. Justement, on est dans du dépistage. Quand on parle de dépistage, on s'adresse à des patients qui ne se plaignent de rien, qui n'ont pas de sang dans les selles, parce que ça détecte le sang qu'on ne voit pas. Si vous avez du sang dans les selles, du sang rouge que vous voyez, il faut consulter, vous ne relevez pas de ça. Ça, c'est pour dépister du sang que vous ne voyez pas. Donc, si vous avez du sang dans les selles, il faut consulter et il faut probablement avoir derrière une coloscopie pour s'assurer qu'il n'y ait pas un polype ou un cancer qui soit la cause de ça. Ça, c'est des patients qui vont bien, qui se plaignent de rien et qui n'ont pas de facteur de risque et qui n'ont pas d'antécédents. C'est ça le dépistage. Voilà. Mais alors, c'est vrai que souvent les gens, on entend dire oui, j'ai pas envie de me faire dépister parce que j'ai pas envie. On me dise t'es malade. Et finalement, on se dit, comme il y a comme un agglomérat de croyances, où on se dit, si je vais faire le dépistage, je vais savoir que j'ai un cancer, alors qu'en fait, il arrive, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas de symptômes, il n'y a rien qui l'indique, et bim, c'est vraiment quand même un mauvais coup du sort qui nous tombe sur la tête. Oui, après... je pense que c'est aussi beaucoup de l'éducation à faire, parce que on a fait des progrès aussi en termes de traitement, de diagnostic. Et encore une fois, plus on va avoir un diagnostic précoce, moins probablement nos séquences thérapeutiques vont être lourdes. Donc c'est vrai que c'est important. Il faut aussi, je pense, démystifier, désacraliser ce côté de cancer, c'est-à-dire que oui, bien sûr, ça fait peur parce que ça rappelle la mort, parce que on peut perdre son travail, on a une vie sociale qui risque d'être chamboulée, etc. Donc c'est sûr qu'il faut qu'on accompagne ces patients-là aussi dans toute cette prise en charge-là. Et on en parlera d'ailleurs dans notre seconde émission. C'était le lien. Je vous remercie. Mais voilà, donc c'est vraiment important d'avoir ce côté d'éducation auprès de la population, de plus penser que le cancer est un tabou. Ça arrive comme ça. Il y a certains facteurs, mais certains vont fumer, vont pas avoir de cancer, certains vont pas fumer, vont avoir un cancer du poumon. Donc il y a tout un tas de facteurs qui rentrent en considération qu'on ne connaît pas tous. Et c'est vraiment important malgré tout d'y aller, de se faire dépister, parce que justement on peut aussi éviter encore une fois des séquences thérapeutiques lourdes, on peut éviter beaucoup de problèmes et au contraire c'est ce qui permet de reprendre plus rapidement son travail, etc. Justement, les gens qui ont peur d'avoir un cancer doivent faire ça. Parce que ça ne dépiste pas que les cancers. Je vais vous donner... ça dépiste aussi les polypes.
Et les polypes, on les enlève par endoscopie. Il n'y a pas d'opération, le patient est endormi. Les polypes, c'est ce qui va après faire le Je terreau vais vous du expliquer. cancer. Quand vous faites ce test, donc, il va être positif dans à peu près 4% des cas. Donc déjà, dans 96% des cas, le test il va être négatif. Il faut le refaire tous les 2 ans pour être sûr que rien ne se développe. Parmi les 4% de tests positifs, il va y avoir une coloscopie donc, qui va être réalisée. Et cette coloscopie, elle va être anormale dans 40% des cas. Et anormal, ça ne veut pas dire cancer. Dans Ça ces, veut 40, dire, il faut dans faire ces attention. 40%, vous avez 10% de cancer, effectivement. Et ces 10% de cancer, ce que disait mon collègue, 90% vont être guéris définitivement. 90% des gens sont guéris. Donc on est dans 10% des 4%. Ouais. Donc ça veut dire qu'il y a une petite proportion de patients qui vont être guéris définitivement de leur cancer. La plupart des gens qui vont avoir un test positif ont simplement des polypes. Les polypes, ce sont comme des petits champignons qui sont des tumeurs bénignes et sur lesquelles, si on les laisse évoluer, vont se développer les cancers. Donc le principal intérêt de ça, c'est de dépister des polypes qui vont être enlevés sans opération, sans chimiothérapie, sans radiothérapie. On ne parle même pas de cancer. On va faire de la prévention en enlevant des lésions précancéreuses. Donc ça, effectivement, ça va dépister quelques cancers, mais ça va surtout dépister des lésions précancéreuses. Et donc, on n'aura pas tout ce qui vous a été dit de conséquences, etc. Une coloscopie, on vous enlève le polype, vous vous réveillez, on vous enlève le polype, c'est terminé. Par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, justement, on a reçu des questions de lecteurs de Sud-Ouest. On a notamment Philippe qui nous explique être atteint, comme sa femme, d'un cancer, alors qu'ils n'ont ni l'un ni l'autre d'antécédents familiaux. Il s'inquiète de savoir si le nombre de cancers est en augmentation sans raison très apparente. Alors, très apparente, oui et non. C'est-à-dire qu'encore une fois, il y a un certain nombre de facteurs qu'on connaît mal, mais probablement sur les cancers digestifs, tout ce qui est alimentaire fait qu'on a une augmentation d'un certain nombre de cancers et malheureusement des fois qu'on a du mal à dépister ou pour lesquels on a du mal à faire de la prévention. Je pense au cancer du pancréas par exemple. Voilà, en tout cas, oui, il y a une augmentation de l'incidence. Alors, le petit biais aussi, c'est que plus on va faire de dépistage précoce, et bien forcément, on va trouver plus de cancers. Mais par contre, de manière générale, oui, il y a une augmentation du nombre de cancers, je dirais agressifs. Parce que, voilà, sans forcément qu'on retrouve mais c'est un facteur, mais c'est aussi environnemental, c'est-à-dire nos modes de vie, la pollution de l'air. Il y a une étude récente qui a été... Oui, c'était d'ailleurs l'objet d'une question d'un autre lecteur là-dessus, l'incidence de la pollution de l'air. Oui, tout à fait, voilà, il y a tout un tas de facteurs, c'est-à-dire environnementaux, alimentaires, la pollution de l'air, la diminution de l'activité physique, j'en parlais pour le cancer de l'utérus. Voilà, c'est vraiment une globalité, c'est-à-dire qu'on ne voit pas, mais probablement notre mode de vie augmente quand même l'incidence des cancers. L'obésité, un des facteurs majeurs. On peut se retrancher derrière la pollution, qui joue un rôle incontestable, mais l'obésité en elle-même est un facteur de risque de cancer et de tous les cancers. Professeur, là justement, sur ce qu'on est en train de dire, ce que vous êtes en train de démontrer, c'est-à-dire nos modes de vie nous amène aussi potentiellement à devenir malade. C'est assez culpabilisant parfois la prévention quand même. C'est-à-dire qu'on peut se dire oui, bon, voilà, on a trop mangé, donc on va être trop gros, on a trop consommé telle ou telle substance, et donc, vous voyez, c'est... Et c'est vrai que l'approche française de la prévention, qui considère qu'on est responsable, voire coupable, d'être obèse, d'être sédentaire, de fumer, de boire ou autre, elle ne fonctionne pas. La Cour des comptes, d'ailleurs, a évalué la politique de prévention en France, un rapport d'il y a tout juste un an, et sa conclusion, c'est qu'on avait un bilan médiocre, malgré des investissements financiers équivalents aux pays voisins. Et ce n'est pas tellement effectivement un manque de moyens, mais c'est un mauvais logiciel, c'est de considérer que chacun est responsable de sa santé. Vous prenez l'exemple de l'obésité, qui commence dès l'enfance, puisque le principal déterminant de l'obésité à l'âge adulte, c'est le fait d'avoir été obèse à l'enfance. Le principal déterminant de cette obésité de l'enfance, c'est le niveau de revenu des parents. Ça va d'un facteur de 1 à 6 en fonction de la feuille de paye de fin de mois. Et c'est un exemple. Sur le tabac, on a exactement les mêmes différences selon les groupes socio-économiques. Et donc, il y a un vrai enjeu de comprendre quelles sont
Pourquoi, effectivement, chez les plus pauvres, pourquoi chez les moins éduqués, au sens niveau socio-éducatif, pourquoi chez les plus éloignés géographiquement, etc., on a plus d'alcool, plus de tabac, plus de sédentarité, une nourriture plus à risque, pour plein de raisons. C'est aussi la qualité de l'offre alimentaire, etc., etc. Et en France, on a du mal, justement, à prendre en compte ces facteurs qui sont environnementaux, enfin au sens environnement social aussi, environnement économique, et qui sont le déterminant numéro 1 de ces comportements, mais qu'on voit trop comme individuels. Et j'ai été, il y a l'an dernier, pour la Journée mondiale de l'obésité, un sondage a été fait en population française. La première phrase qui revient pour 2/3 des Français, l'obésité est une maladie du manque de volonté. Mais c'est dramatique de dire ça, parce qu'en plus, on rajoute de la stigmatisation à la stigmatisation. Et c'est un manque d'information encore, l'éducation, on en parlait. Oui, mais c'est global, c'est éducation. On voit que la santé, et finalement, M. Braun est ministre de la Santé et de la Prévention, mais limite ça devrait être le Premier ministre, parce qu'on voit que la santé est partout, ça a un impact social, sociétal. Enfin, c'est économique, c'est une prise en charge globale. C'est une prise en charge globale, c'est-à-dire que sur les modes de déplacement, c'est économiquement... Professeur Allain, tout est lié quand même. Vous me disiez en préparant cette émission, on félicite Bordeaux parce que Bordeaux est la deuxième ville où on fait le plus de vélo, mais au fond, c'est pas parce qu'on nous a dit de faire du vélo qu'on fait du vélo. Oui. Et c'est un excellent exemple de l'aspect environnemental. Effectivement, Bordeaux, c'est à peu près 10% de la population qui utilise le vélo pour faire les trajets domicile-travail. C'est 1% en France, donc c'est 10 fois plus à Bordeaux, et Bordeaux est dans les 15 villes du monde où il y a le plus de pratiques de vélo. Et effectivement, il n'y a pas eu de campagne pour dire faites de l'activité physique, mais la géographie s'y prête, c'est plat, on n'est pas à Grenoble, le climat s'y prête à peu près, pas forcément ces derniers jours, l'aménagement urbain s'y prête, pistes cyclables, etc. Et spontanément, quand l'environnement est favorable à l'adoption de comportements sains, spontanément, les gens vont adopter des comportements favorables. Je parlais des enfants et de l'obésité de l'enfant. Le principal facteur, c'est le manque d'activité physique. Mais qu'est-ce qu'on fait dans l'aménagement urbain pour laisser des espaces verts ouverts, pour laisser des équipements sportifs ouverts, dans le rythme scolaire pour qu'il y ait du temps adapté, etc. etc. C'est tout ça qu'il faut penser. Donc effectivement, comme le dit mon collègue, le ministre de la Santé, c'est le Premier ministre, parce que c'est la politique de l'emploi, c'est la politique éducative, c'est l'urbanisme, c'est la politique de l'environnement, c'est la politique des transports pour favoriser les mobilités douces, etc. etc. Je ne sais pas s'il sera d'accord quand même. Docteur Dess, je voulais vous demander, là on parlait de changement de comportement. Est-ce qu'au fond, je ne vous regarde pas, je fais mon introspection. De temps en temps, je me dis, bon, allez, je peux fumer une petite cigarette. Bon, allez, je peux quand même faire la fête et boire ce week-end. Bon, allez, un burger frites, c'est pas ça qui va me tuer. Je suis d'accord avec vous. Le but, c'est pas forcément d'être dans l'excès d'un côté comme de l'autre. Le but, c'est plutôt d'avoir une vie, une alimentation, des règles assez simples. Mais ça crée un peu de flou, vous voyez ce que je veux dire? Pardon? Ça crée un petit peu de flou. C'est-à-dire, on se dit, bon, oui. Ça veut dire... On peut boire, mais combien? On revient aussi sur la prévention, c'est-à-dire quel message il faut pouvoir envoyer. C'est-à-dire que dire zéro, les gens vont pas pouvoir, c'est pas rigolo. Est-ce que les gens vont... Voilà, le Dry January, c'est bien de tenir un mois, mais finalement derrière, ce qui est important, pour moi, c'est pas ce mois qui compte, c'est plutôt d'avoir une consommation d'alcool plutôt modérée de manière globale. C'est-à-dire, si c'est pour ne pas boire pendant un mois et puis derrière boire très régulièrement, plus que de raison, plus que 1 ou 2 verres par jour, là oui, ça pose problème. Donc, c'est comme une campagne qui fonctionne un petit peu, parce que j'ai lu des témoignages de gens qui suivaient le Dry January et qui disaient qu'il l'avait fait déjà l'an dernier et que finalement il s'était regardé consommer un peu différemment dans l'année. Alors, bon, évidemment, ça ne marche pas pour tout le monde. Mais ça, voilà, on peut peut-être rediscuter, mais oui, ce qui est important, mais finalement, ce qui est important, c'est pas forcément qu'il n'ait pas bu pendant un mois, mais c'est plus la réflexion qu'il a eue derrière sur sa consommation personnelle d'alcool. Et c'est ça qui est finalement important. Si ça questionne sur sa consommation, ses habitudes alimentaires, etc., c'est ça qui est vraiment important. Plus que de ne pas boire, finalement, on peut le faire pendant une semaine et se dire derrière, mais finalement, je l'ai fait pendant une semaine, mais qu'est-ce que derrière ça a impacté? Est-ce que ça a impacté quelque chose? Ça n'impacte rien? Ça ne change rien, en fait? Non. Dans les évaluations qui ont été faites, notamment en Angleterre, qui avait lancé ce type de dispositif,
très vite, les participants, c'est un meilleur sommeil, c'est moins de fatigue. Donc il y a des effets que l'on peut observer à très court terme, mais surtout, l'important, c'est ce que souligne mon collègue, c'est de se poser la question, parce qu'effectivement, la plupart des consommations excessives, c'est pas l'alcoolique au sens où on peut l'imaginer, c'est nous tous qui, tous les jours ou toutes les semaines, ont une consommation qui dépasse les limites d'une consommation que l'on pourrait considérer comme non délétère pour la santé. Et c'est se poser la question. Effectivement, c'est un outil, le Dry January, pourquoi pas, il y en a d'autres, mais c'est important, c'est de pouvoir se poser la question. Et c'est aussi le rôle du système de soins, du médecin traitant, des autres professionnels de santé, aussi d'aider le patient ou la personne qui vient la voir, pour, au-delà du motif de constatation, se poser des questions sur l'alcool, sur le tabac, etc. Et c'est là aussi où on a un petit loupé en France, c'est qu'on ne joue pas ce rôle un peu proactif. Pour vous donner un exemple très clair sur le tabac, on travaille beaucoup sur le tabagisme des femmes enceintes, avec un impact pour elles, en termes de cancer et autres effets du tabac, mais aussi pour l'enfant à naître. Mais ce qui est terrible, c'est qu'aujourd'hui, les enquêtes nationales montrent que la plupart des femmes enceintes veulent arrêter de fumer. Il y a un consensus social, médical là-dessus, mais on leur propose une aide dans moins d'un cas sur deux. Dans moins d'un cas sur deux, alors qu'elles rencontrent 10 à 15 fois un médecin, une sage-femme, une maternité, etc., on ne leur a pas proposé une seule fois une aide pour arrêter de fumer. Et vous avez proposé un dispositif, justement, je crois, sur le bassin d'Arcachon, là-dessus. Racontez-nous. C'est vrai qu'on a fait une expérimentation sur un territoire qui est simple, ça ne coûte pas très très cher en termes d'innovation. C'est simplement dire à tous les professionnels en contact de la femme enceinte, c'est une question, un ensemble de questions. Fumez-vous, oui, non? Si oui, souhaitez-vous arrêter? Dans 90% des cas, c'est oui. Et donc, je vous propose une aide. En faisant ça, 25% de fumeuses de moins. Ouais, ça marche carrément. Ça marche. Et donc, c'est pour ça, c'est que chaque fois, pareil, on peut culpabiliser, voire stigmatiser, notamment le tabagisme, c'est la femme enceinte. Mais nous, quand je dis nous, les soignants et le système de santé, qu'est-ce qu'on fait justement pour être proactif, pour aller au-devant? Parce que, comme souligné par mes collègues, la prévention s'adresse à des gens en bonne santé. Donc, les gens en bonne santé ne s'adressent pas à nous. Ou rarement. Et donc, ils évitent, en fait. C'est vrai que c'est un peu compliqué de passer et donc, c'est à nous, systématiquement, d'aller poser la question aux urgences, quel que soit le motif d'admission, poser la question du tabac, poser la question de l'alcool, poser la question des consommations, de l'alimentation. Et ça fonctionne bien. Là, par exemple, aux urgences pédiatrique, de l'adolescent au CHU de Bordeaux, ils ont une expérimentation où ils posent la question de l'alcool systématiquement, quel que soit le motif d'admission aux urgences, je ne sais pas, une entorse de la cheville ou autre, et ça fonctionne très bien, et ça permet de repérer des situations problématiques et après d'organiser des prises en charge. Donc même dans des contextes où on peut se dire, les urgences pédiatriques, on a vu l'actualité de ces dernières semaines, c'est difficile, il y a beaucoup de travail, beaucoup d'ennemis, mais une démarche systématique organisée, ça fonctionne. Et c'est ça qu'il faut qu'on change un petit peu. On parlait de la culture prévention du système de santé. C'est penser à être proactif et poser la question tout simplement. Alors, pensez à poser la question, mais donc comment ça se passe après et je crois que là-dessus, sur la prévention, vous voulez être très vigilant en disant, attention, la prévention, elle doit s'appuyer sur la science, etc. Parce qu'on a vu parfois des préventions contre-productives. J'y pense parce que vous parlez d'adolescents, par exemple. Oui, ça, c'est aussi, vous allez croire que je me plains beaucoup, c'est aussi un des problèmes que l'on a en France, c'est qu'on considère que la prévention, ça ne peut pas faire de mal, entre guillemets, donc on peut faire tout et n'importe quoi. Personne n'aurait l'idée, par exemple, de mettre un médicament sur le marché sans qu'il ait eu des phases d'évaluation, etc., qui justement montrent son rapport bénéfice-risque. En prévention, finalement, tout le monde développe des actions, des interventions, des dispositifs, etc., sans que ça ait été évalué a priori. Et parfois, effectivement, dans la plupart des cas, c'est ce qu'on estime, environ 2/3 des actions de prévention sont inefficaces. Bon, c'est une dépense publique, c'est incroyable. Mais un certain nombre d'entre elles, dans mon domaine, l'addiction, c'est 5 à 10% des actions sont délétères. Par exemple, des interventions scolaires qui augmentent les consommations d'alcool, de tabac, de cannabis des jeunes qui en bénéficient ou qui les subissent. Et ça, c'est vrai, c'est un vrai problème. On a du mal en France
à s'appuyer sur la science en prévention. Mais c'est aussi, on parlait tout à l'heure d'économie, c'est aussi faire des économies, parce que faire de la bonne prévention, c'est aussi ne pas faire de la prévention non pertinente et toutes ces dépenses inutiles. Ouais. Et c'est vrai, voilà, vous parliez tout à l'heure du ministre de la Santé, la mesure phare qu'il a annoncée, là, ces 3 consultations à âge clé, ça me désespère. On a des revues systématiques de la littérature qui montrent que ça ne sert à rien, ça n'apporte pas de la santé. C'est pas ça qu'il faut faire. Il faut mobiliser les médecins sur la prévention, il faut le faire, mais c'est pas avec cette mesure. Et ce qui me désespère, c'est qu'on annonce une mesure phare, comme vraiment l'étendard du virage préventif du système, une mesure pour laquelle on a toutes les données scientifiques pour dire que c'est inutile, et donc coûteux. Et à un moment, quand je dis coûteux, c'est pas que de l'argent, c'est qu'à un moment où on manque de professionnels de santé dans le territoire, que ce soit en ville ou à l'hôpital, les mobiliser sur faire une action inutile, c'est dommage quand même. Je vais vous demander votre avis sur ce qu'a publié cette semaine l'Union internationale contre le cancer, qui dit que les intérêts commerciaux sont à l'origine de millions de décès dans le monde. L'organisation appelle les gouvernements à prendre des mesures. Il y en a 4 principales. On en a parlé bien sûr ici tout à l'heure. Augmenter les taxes sur le tabac par exemple, limiter la commercialisation de certains produits, améliorer l'étiquetage d'informations et mener des campagnes d'éducation pour améliorer les connaissances en santé. Est-ce que... vous semblez dubitatif, professeur. Est-ce que l'éducation, par exemple, ça vous semble être important? Est-ce qu'aujourd'hui, on donne suffisamment d'informations dès le plus jeune âge? Je sais pas. Je sais pas. Je pense qu'il faut peut-être que Monsieur Alla réponde. Je suis pas certain qu'on donne suffisamment d'informations. Mais l'information, on peut la délivrer à l'école, mais quand même l'information dans les familles, c'est important. C'est comme l'éducation en général. L'éducation en santé, comme l'éducation. Je veux bien qu'on remette tout sur l'école, mais je pense que l'école a quand même beaucoup de choses à faire. Profiter de l'école pour vacciner, bien sûr. Après, faire des messages. Moi, il m'est arrivé d'aller dans des établissements, dans des écoles, faire des... Je ne sais pas quel est l'impact. Je ne sais pas si c'est très, très utile. Le plus utile, effectivement, hein, le plus utile, d'ailleurs, c'est ce que souligne l'Union internationale. C'est de lutter contre les déterminants commerciaux de la santé, pour reprendre leur expression. C'est-à-dire qu'on peut expliquer aux gens qu'il faut bien manger, mais aujourd'hui, la plupart de ce qu'on mange, on ne choisit pas. Ce sont des aliments préparés ou de la restauration collective. Quelle est la qualité de l'offre nutritionnelle? Et là, il y a un vrai enjeu. On parlait de l'environnement et voilà, l'actualité des pesticides et autres. Le tabac, il y a une interdiction, en tout cas dans les textes... juridique de vente de tabac aux mineurs, est-ce qu'elle est vraiment appliquée? Sur l'alcool, bon, il n'y a pas de politique alcool, donc ça c'est encore plus simple. Et donc comment concrètement, justement, sur ces sujets d'importants, les pouvoirs publics se mettent, dans une perspective de d'abord protéger la population, et ce qui est rarement le cas. Pour le tabac, effectivement, à l'époque, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, en avait fait une priorité, et avec tout un faisceau d'interventions coordonnées et cohérentes. Comme la gratuité des substituts. Voilà, et avec de vrais résultats. Donc quand il y a une vraie volonté politique de lutter aussi contre l'influence de ces déterminants commerciaux de la santé, pour le tabac, ça a été fait. Ça a été aussi la loi Evin, ça a été l'interdiction de publicité, ça a été l'augmentation forte des prix, etc. Quand il y a une stratégie cohérente comme ça, portée au plus haut niveau politique, ça fonctionne bien. Malheureusement, on ne l'a pas pour l'alcool. Malheureusement, pour la nutrition, vous avez vu la difficulté, ne serait-ce que d'informer le consommateur pour le Nutri-Score. Le Nutri-Score, c'est quand même un bazar incroyable. C'est un bazar, on a du mal à s'y retrouver. Non, je suis complètement d'accord que c'est vraiment les pouvoirs publics qui doivent mettre vraiment le paquet sur ces messages-là de prévention. Oui, c'est ça. Si on veut vraiment le faire, voilà, il faut se donner les moyens, parce que encore une fois, c'est vraiment un enjeu de santé globale, de santé pas que sur le cancer, mais ça regroupe beaucoup de choses. Donc si on veut vraiment changer l'ordre des choses, faut vraiment changer de mentalité sur nous aussi, c'est-à-dire que sur les médecins, sur
les soignants, on n'est pas du tout formés à la prévention, on n'est pas du tout formés correctement à tout ça. Donc il faut aussi ce côté-là d'éducation plutôt sur les personnels soignants aussi, qu'il faut vraiment... Quand vous n'êtes pas formé sur la prévention, on est mal formé. En étant honnête, je pense que voilà, on n'a pas beaucoup de cours dans nos cursus sur la prévention. Oui, bien sûr, on va parler de zéro, du professeur. Bon, je suis un peu plus âgé, mais à mon époque, on n'avait pas de cours sur la prévention. Et pourtant, on voit vraiment l'impact que ça peut avoir. Et encore une fois, c'est vraiment une réflexion globale sur la santé. C'est-à-dire que qu'est-ce qui est important? Est-ce que finalement, si on met, encore une fois, on revient sur les sous qu'on peut mettre et l'impact derrière que ça peut avoir. Le problème, c'est que on est dans une société un peu d'immédiateté. Même si on met des sous maintenant, le problème, c'est que la prévention, le dépistage, c'est pas tout de suite qu'on va avoir une reconnaissance. Donc ça, il faut le temps de l'évaluation, parce que, comme le dit le professeur Alla, il faut aussi évaluer ce qu'on fait, et en prévention aussi, il faut le faire. Donc tout ça, c'est vraiment important de le faire, et je pense qu'on est qu'au début, et j'espère que ça va se développer. Il faut le porter, en tout cas. Il faut largement le porter, quoi. Et c'est très bien qu'il y ait des services comme celui du professeur Alla. Mais alors moi, je m'interrogeais sur ces points-là qui sont proposés par l'Union internationale contre le cancer. Je me disais, limiter la commercialisation de certains produits, etc. Mais à un moment donné... est-ce que c'est pas infantilisant aussi, même si peut-être qu'on n'a pas le choix, mais est-ce que vous parliez tout à l'heure de remettre justement les gens en pleine possession de la responsabilité parfois on n'a pas le choix. Il faut, je pense qu'il y a des produits qui sont dangereux par eux-mêmes, et pour lequel d'ailleurs on est peu informé, puisque voilà, on parlait du Nutri-Score. L'industrie agroalimentaire fait tout pour que le consommateur ne sache pas ce qu'il achète et ce qu'il mange. Donc d'un côté, on veut responsabiliser le consommateur, mais sans lui donner les informations. Donc déjà, effectivement, qu'il y ait une information transparente sur les produits, leurs risques, leurs bénéfices, l'intérêt, le comparatif entre plusieurs produits qui peuvent sembler équivalents. C'était le rôle du Nutri-Score. Et deuxièmement, il y a des produits qui sont dangereux par eux-mêmes et qu'on retrouve essentiellement d'ailleurs dans les produits industriels à bas coût, dans les magasins que vont fréquenter les personnes avec le moins de revenus. Et là, il faut qu'il y ait des mesures de politique publique, parce qu'on ne peut pas continuer de laisser exposer les personnes à des expositions par voie alimentaire, environnementale ou autre, pour lesquelles ils n'ont pas les moyens. Et c'est très hypocrite de considérer que c'est aux gens de faire la part des choses, parce que, ils ne sont pas informés, et deux, ils n'ont pas forcément les moyens. Voilà, je vous prends un exemple très concret. On explique qu'il y a des produits d'hygiène pour bébés qui sont dangereux, perturbateurs endocriniens, cancérigènes potentiels, etc. Est-ce qu'il faut continuer à laisser vendre ces produits, ou au moins à laisser étiqueter pour bébé? Et quand on regarde, on s'amuse à faire un comparatif entre un produit vendu avec écrit bébé dessus, je vous donnerai pas la marque pour pas, mais facile à retrouver. Voilà, un produit bébé dessus qu'on sait contenant des produits dangereux versus un produit écocert, etc. Parfait, il y a une différence de 1 à 10 dans le prix. De 1 à 10. Ouais. Donc évidemment, donc il n'y a pas de réel choix. On n'est pas informé. Un produit cosmétique, pour s'informer du contenu, c'est extrêmement complexe. Même en étant... Des applis se développent. Voilà. Et troisièmement, économiquement, ça ne tient pas la route. Donc là, c'est au pouvoir public d'assumer. C'est dangereux, j'interdis. Ou en tout cas, il y a un affichage clair, net, précis pour dire que le MBB n'est pas fait pour les bébés. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir partagé avec nous vos expertises. Merci de nous avoir suivis. Vous allez pouvoir voir très bientôt la seconde émission à l'occasion de la Journée mondiale contre le cancer. Nous intéresserons aux accompagnements divers et précieux proposés aux patients au CHU.